c'est parti, action. Donc, c'est un peu vrai, c'est un petit peu ça. La vie, le monde est devenu un spectacle. Mais là, on est là à l'initiative un peu du maire de la ville de Nice, Monsieur Estrosi, avec qui j'entretiens des relations tumultueuses depuis un certain nombre d'années. Mais les gens changent, le temps passe, et puis on vieillit tous. Puis il y a des rencontres, des belles rencontres avec mon ami Francis. Et puis l'envie de faire autre chose, et puis de repositionner un peu notre rôle d'artiste dans ce qu'on sait faire de mieux. Nous sommes des gangsters de la beauté, on n'a pas à prendre parti pour les uns pour les autres. Mais bon, au cours de son existence, fatalement, on est confronté à ses voyages, à ses convictions, à ses batailles. Mais là, on a décidé, parce que c'est un peu notre dernier spectacle à tous les deux, Ouais. de s'amuser, et puis surtout en fait, de ne plus être dans les conflits, mais plutôt être dans une dynamique de rassemblement et d'apaisement. Et de réconciliation. Voilà. Alors, voilà, En fait, en parlant tous les deux, on faisait un petit peu le bilan de nos vies, de nos combats, et on se disait que finalement, même si parfois on a des convictions et on se bat pour quelque chose, le problème intervient toujours quand on commence à se battre contre ceux qui n'ont pas la même opinion que nous, en fait. Et prendre parti pour les uns, donc c'est forcément prendre parti contre les autres. Et notre analyse, c'est que quand on fait ça, même si on se bat pour quelque chose qu'on pense juste, ben, on va dans le sens de la guerre finalement, on va pas dans le sens de la paix. Et nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire en sorte que les gens se parlent, les gens qui ne sont pas d'accord entre eux se parlent, puissent se parler, puissent échanger, puissent faire un pas l'un vers l'autre pour essayer justement de s'apaiser, de se comprendre, de s'accepter les uns les autres. C'est pour ça que nous, dans notre réflexion sur le chemin qu'on veut prendre, on met un point d'honneur aujourd'hui à ne plus prendre parti, en fait, pour les uns contre les autres. Mais essayer de faire en sorte, lorsqu'on est témoin d'un conflit, de faire que les gens puissent aller les uns vers les autres et se parler, puis agir dans ce sens-là, voilà. Un petit peu la base de notre lien aujourd'hui, artistique, philosophique, et, voilà, et on peut même dire politique d'une certaine manière. Voilà. le monde a besoin que les artistes reprennent un peu la parole. Il y a eu en tout cas chez les humoristes, une chape de plomb imposée par une censure à un moment donné. Et je pense qu'on arrive à un âge, notre carrière, le plus gros de notre carrière est quand même un peu derrière nous. Et on a envie d'aider cette nouvelle génération qu'on a inspirée, qui vient nous le dire, eh bien, de pouvoir travailler plus librement. Et puis, on est les anciens, donc on ouvre la voie. Donc il y a des artistes, là on en a croisé encore ce matin, qui vont nous rejoindre dans cette initiative. Et puis l'occasion de cette interdiction, de cet arrêté, c'est aussi l'occasion de dire laissez les artistes s'exprimer. C'est important, les gens en ont besoin, la société en a besoin. Cette société, les politiques, les militaires ont échoué, on est en guerre. La guerre, elle est là, à nos portes, elle arrive. Et je pense que nous, on a une mission, c'est jusqu'au bout de divertir, de faire rêver, de faire rire en ce qui me concerne. Alors pas là, parce que là, on va dire, il se fout encore de la gueule du monde. Mais c'est mon métier de me foutre de la gueule du monde, parce que le monde, il est risible. Et puis que tu en fais partie aussi. Et puis j'en fais partie. On en fait tous partie. Ouais, et puis j'arrive à rire de moi, parce que je suis assez risible. Moi aussi, je fais le con. Mais aujourd'hui, face à M. Estrosi, qui lui est dans une autre posture, il fait de la politique. Il essaye de convaincre sur des idées, avec des programmes, avec des réseaux dans lesquels je suis complètement étranger. Et aujourd'hui, ce personnage, qui a été mon adversaire pendant des années, des décennies, j'ai simplement envie de lui tendre la main, moi. J'ai envie de lui dire, voilà, moi je suis plus dans votre histoire, en fait. Beaucoup de gens ne croient plus dans votre histoire, d'autres y croient. Mais c'est pas ma vie à moi de faire de la politique ou du journalisme. Là, je vois que je suis face à des journalistes. Je ne vous parle plus depuis des années, mais parce que j'ai plus besoin de vous, parce qu'on ne s'est pas rencontrés. Mais en même temps, j'ai rien contre vous. Je sais ce que vous allez faire de cette discussion. Je sais ce que vous prenez des notes, mais il n'y a quasiment pas de notes à prendre. On le sait très bien, le résultat, ce sera Dieudonné, multicondamné, machin, il essaye de nous expliquer qu'il a changé, que c'est pas que j'essaye de vous expliquer, la vie d'un artiste,
elle évolue avec son âge, avec son temps, avec son époque. L'époque est devenue folle. La fiction a été dépassée par la réalité aujourd'hui. Faire rire les autres, c'est facile, il suffit de dire ce qui se passe. Et les gens se marrent, parce que c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et on est dans un monde où on prône des valeurs extrêmes de civilisation, et en même temps on se fout sur la gueule à quelques kilomètres d'ici, au nom d'une civilisation qui serait amenée à dominer le monde encore pendant combien de temps. Moi, j'ai pris le parti d'en rire. Cette civilisation, j'en fais partie aussi. Je suis autant spectateur qu'acteur, responsable de la situation dans laquelle on se trouve. Et parce que je suis responsable, j'ai décidé de prendre ma responsabilité et donc de faire rire les autres. Et puis Francis, que j'ai rencontré il n'y a pas de temps, il m'a dit il faut que tu arrives à faire comprendre que tu n'as rien à voir avec l'image d'antisémite qu'on veut te coller sur la peau, qui essaye de nous colporter encore Monsieur Estrosi. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Et puis, eh bien, grâce à Francis, j'ai rencontré des gens de la communauté juive que je connaissais pas, des Israéliens que j'avais même pas l'idée que ça existe, des gens qui puissent venir me voir et me raconter. Et puis on a ri ensemble, et puis on avance ensemble, et puis et ça c'est vraiment sorti de la tête de Francis qui s'est dit bon bah il faut pas rester dans une posture comme ça. On est des artistes, on n'a pas à obéir à une étiquette, à un uniforme de prendre parti. Et là, on était d'accord là-dessus. Oui. Il faut qu'on arrête de prendre parti. Et oui. Il faut que moi, je continue. Et lui, à vous faire rêver avec la poésie, parce que il est dans une situation de vie extraordinaire. Oui. C'est le clown triste, si vous voulez, qui rencontre l'Auguste. Oui, c'est ça. En fait, il avait besoin de renouer un petit peu avec le spectacle à deux. Il avait proposé à Jean-Marie, ou c'était Jean-Marie qui t'avait proposé, ouais. Hein? Jean-Marie Bigard, hein, pas le oui. Pas sur moi. Ouais. Et puis... T'es pas assez en forme. Ouais. Et puis voilà qu'il m'a proposé d'être son Auguste. Non, son clown blanc. Alors j'ai dit que je veux bien être ton clown blanc, mais à condition que ce soit un clown noir. Je n'ai rien contre les noirs. Ouais. Donc, voilà. Et donc, je serai ce clown noir qui sera le clown blanc et qui donnera la réplique à tous les personnages de Dieudonné. Et, voilà. Un clown qui n'y croit plus dans la société, un clown qui ne croit plus en rien. Rien du tout. Voilà. Un clown qui est désabusé, qui n'a même plus envie de monter sur scène. Voilà. C'était un peu son histoire, c'est pas quelque part. Pas très loin. Hein. C'est bien qu'on raconte aussi une autre histoire quand on monte sur scène. Mais on s'inspire toujours un peu de nos vies. Et moi, ce que j'ai constaté quand j'ai rencontré Dieudonné, c'était que, en fait, il avait une vision de la communauté juive qui n'était pas une vision objective, parce que c'était une certaine partie de cette communauté-là, et je lui ai dit, tu connais pas cette communauté que moi je connais bien, à laquelle je suis très attaché, et que j'ai toujours défendu toute ma vie, parce que c'est ma famille d'une certaine manière. Et je lui dis, moi je vais te faire rencontrer des gens dans cette communauté qui, tu vas voir, tu te fais des fausses idées sur les uns, sur les autres. Et en fait, il a joué le jeu avec beaucoup d'honnêteté. Et il s'est fait plein d'amis dans cette communauté. Et il a réalisé aussi qu'il avait fait des choses qui avaient pu blesser les gens. C'était quelque chose qui était très difficile pour lui d'accepter, parce qu'il ne le voyait pas comme ça. Lui, il avait juste envie de faire marrer les gens, de les faire réfléchir, mais il ne pensait pas qu'il avait fait du mal à des gens. Et puis, vraiment, ça a été vraiment le point de notre rencontre. Quand on s'est rencontrés, c'était de parler du pardon et de la puissance du pardon. Et en fait, pardonner ou être pardonné, c'est, je pense, quelque chose de très fort. Et dans notre foi à nous deux, puisqu'on est chrétiens tous les deux, le pardon, c'est quelque chose de très important. Dans le Notre Père, quand on dit le Notre Père, on dit « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Le pardon, c'est ce qui va libérer l'autre, et c'est ce qui va nous libérer. Et en fait, je lui ai dit « Mais est-ce que tu serais prêt à demander pardon ?» Il m'a dit « Mais c'est mon vœu le plus cher ». Alors j'ai créé les conditions pour que ce pardon soit possible. Et donc il y a eu cette première lettre, puis cette deuxième dans Israël Magazine, puis cette interview dans Israël Magazine. Puis toute la démarche qu'on a entamée tous les deux. On est allé à Auschwitz ensemble se recueillir sur cette tombe à ciel ouvert qui a
qui a vu mourir tant de personnes dans des conditions inadmissibles pour l'humanité. Et on a prié. Il a même dit une prière en hébreu. On avait un ami juif qui était avec nous. Et ça a été un voyage bouleversant. Ce voyage va se poursuivre. On va partir en Israël. On va aller dans tous les endroits extrêmement forts de cette ville et de ce pays. Je parlais de Jérusalem. On va rencontrer des gens là-bas. Et voilà, c'est tout un chemin comme ça vers la paix, vers la réconciliation qu'on a entamé tous les deux, contre vents et marées, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens que ça dérange qu'il ne soit plus une icône antisémite, parce qu'ils en ont besoin, eux, pour exister en tant qu'association luttant contre l'antisémitisme. C'est plus facile. Quand il y a des icônes antisémites, c'est plus facile d'exister. Donc quand tout d'un coup, quelqu'un qui est censé l'être vous dit « je ne le suis pas, je ne veux pas l'être » et il n'en est pas question, et si vous ne voulez pas me croire, je vais vous le prouver, ça dérange aussi, je dirais avant tout même ces gens-là. Ils ont besoin que Dieudonné passe pour ce qu'il n'est pas, eux, pour exister. Et c'est ce qu'on avait envie de dire aujourd'hui à M. Estrosi, que je comprends d'une certaine manière, enfin, on va dire... Je préfère prendre les choses comme ça et lui dire, bon, vous êtes maire d'une ville, peut-être que vous avez été contacté par des associations hystériques qui ont fait une pression sur vous, mais il faut que vous compreniez que voilà, la personne dont vous parlez n'est plus la personne qui vient à Nice aujourd'hui. Vous nous parlez d'événements qui sont passés en 2014, c'est comme si on vous parlait de vous quand vous faisiez de la moto de compétition, quoi. Je veux dire, le temps a passé, Dieudo a évolué dans sa propre pensée, il a un cheminement personnel qui fait qu'il est arrivé aussi à des conclusions où il n'était pas d'accord avec lui-même sur certaines choses. Il a pris des positions aujourd'hui qui sont complètement contraires à celles qu'il avait prises il y a quelques années. Et donc vous ne pouvez pas comme ça condamner un artiste pour des faits pour lesquels il a déjà été condamné, pour lesquels il a déjà payé sa dette à la société et qui datent d'il y a plus de 15 ans. Donc... on a envie de lui dire que nous sommes dans un pays de présomption d'innocence et pas de présomption de culpabilité. On a envie de lui dire que le doute, s'il y a un doute, doit toujours bénéficier à l'accusé. On voudrait qu'il vienne à notre rencontre ou qu'il nous donne la possibilité d'aller à la sienne pour qu'on puisse lui apporter toutes les garanties que le cheminement artistique que nous avons pris est un cheminement non violent, respectueux de l'être humain et des valeurs de la République. Voilà, on a fait des choses qui n'ont jamais été faites en France. On a envoyé le texte de notre spectacle. Ça, c'est des choses qui se pratiquaient pendant l'occupation en France. Quand il y avait une pièce de théâtre qui se jouait en France, il fallait envoyer, à Paris par exemple, il fallait envoyer le texte de la pièce à la commandante Tour. Donc nous, on a envoyé le texte de notre spectacle à la commandante Tour de Nice. Voilà. On n'est pas là profil bas, on est là profil apaisé. Voilà. On rampe pas, on n'a rien à attendre de ce système, rien du tout. Estrosi s'est servi des médias, les médias sont là, donc moi, en général, je ne leur parle pas, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'ils puissent faire relater la réalité de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que c'était bien qu'il y ait aussi des gens qui n'appartiennent pas à cet univers, pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, à vous de voir, à vous de ressentir, à vous de ressentir ce qu'on est en train de dire. Et j'espère que les médias vont pouvoir essayer de nous aider à travailler à cet apaisement. Voilà. C'est une vraie démarche sincère qu'on essaye de mettre en place. Bon, je pense que moi, j'ai pas envie de lui faire de procès d'intention pour l'instant. C'est-à-dire, je pense qu'il agit comme le maire d'une ville dans laquelle il y a des groupes de pression, qu'il essaie d'appliquer le principe de précaution, mais le principe de précaution ne peut pas être un principe liberticide. C'est-à-dire que la liberté des uns ne peut pas compromettre la liberté des autres. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une conversation avec M. Estrosi qui soit rassuré par nos intentions, au lieu de fonctionner de manière comme ça, avec un bandeau sur les yeux. Il a un peu peur, Bon, c'est vrai que par les années précédentes, c'était un flot d'insultes ininterrompues. Oui, mais ça ne peut pas aider. Je lui répondais ainsi parce qu'il m'insultait. Bon, mais aujourd'hui, les choses ont changé, ont évolué, puis on n'a plus le même âge.
Voilà. On a à peu près le même âge, je pense, il doit être un peu plus vieux, à peu près la même génération. Et donc maintenant, il est temps d'arrêter. Alors que Ces le monde se enfantillages. déchire, ouais, Voilà, il faut arrêter ces enfantillages. Il m'a interdit, je viens jouer quoi qu'il arrive, il m'interdit, je joue de toute façon, après c'est nana dans ton cul. Alors c'était tout le temps, ça n'a été que ça. Bon, maintenant il faudrait qu'après 60 ans, là, enfin 60 ans, on arrête ces enfantillages et qu'on se dise, bon, est-ce qu'on pourrait pas, justement, on nous attend pas, le peuple ne nous attend pas là, dans cette... ce serait extraordinaire qu'un monsieur Estrosi, que je ne connais pas, puisse s'inscrire dans une dynamique de paix avec moi. Ce sera un symbole formidable pour plein de gens, pour plein de générations. Est-ce qu'il aura, lui, la liberté de faire ça? Moi, je l'ai. J'ai cette liberté de faire ce que je veux. Voilà. Je fais, et nous faisons aujourd'hui ce qu'on veut. Et ça plaît, il y a des gens qui disent « Ah non, Diodo, t'as pas à te coucher. » Je ne couche devant personne, je suis en harmonie avec l'univers. Laissez-moi tranquille. Suivez-moi. Suivez-moi, parce qu'à la fin, il sera trop tard quand vous serez sur votre lit de mort. Il sera trop tard pour changer, prendre le risque d'aimer le monde. Et c'est quelque chose, je pense, que les gens peuvent entendre. On peut, et en vieillissant en tout cas, c'est une certitude. Ouais. Il n'y a que ça, parce qu'autrement, tu n'as plus envie d'y aller. Regarde, toi, tu n'avais plus envie de monter sur scène. Je t'ai tiré. Oui, tu m'as tiré, ouais. Tu m'as tiré, c'est vrai. Tu m'as dit, je ne veux plus y aller, c'est de la merde. Non, j'ai pas dit c'est de la merde. Ah, tu le pensais. Non, j'ai dit j'y crois plus. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé qu'avec les sketchs, les chansons, les livres, on pouvait modifier le monde et le rendre meilleur. Et puis, à un moment donné, c'est comme si c'est un constat d'échec. Tu te dis non, le monde n'est pas meilleur. Et donc je ne sers à rien, en fait. Donc ça ne sert à rien ce que je fais, puisque le monde n'est pas meilleur. Alors, peut-être c'est de la naïveté de penser qu'on peut améliorer la vie du monde. Mais moi, j'ai toujours fait ce que je faisais dans cet espoir-là. Hein, parce que moi, des textes m'ont modifié ma conscience, m'ont construit. Et je me suis dit, si tu fais bien le boulot, ça devrait aller mieux. Ça ne va pas mieux. Donc, à bout d'un moment, je préfère aller me promener dans la forêt que me promener sur une scène. Et puis lui m'a attrapé par là et puis il m'a dit allez viens, j'ai envie qu'on fasse ça tous les deux. Non, et puis il était désabusé, c'est vrai que c'est un monde très 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 cruel, mais finalement ça l'a mis il est arrivé tout au fond du panier de la tristesse de ce milieu-là, mais ça lui a donné une créativité extraordinaire. J'espère que vous aurez l'occasion de lire ce qu'il est en train d'écrire. C'est absolument merveilleux. Donc j'espère que... En fait, c'est souvent dans les situations extrêmes qu'on trouve une énergie exceptionnelle, quoi. Oui. Et on est dans cette situation-là. Et quand je dis on est, regardez là ce qui se passe avec M. Estrosi. En réalité, il ne se passe rien. Puisqu'il parle, je fais mes spectacles, il parle, je fais ça. La presse est là. Alors, ça va pas, ils s'aiment bien. Mais dans la réalité, ce qui serait extraordinaire et surprenant, c'est qu'on puisse se parler. Ça serait beau. Ça serait beau et ça donnerait au monde une belle image de ce qu'il devrait être, en fait. Si les gens qui n'arrivent pas à se parler arrivent à se parler, alors oui, le monde a une chance d'être meilleur. Diodo et moi, on a été les pires ennemis du monde. Mais, il m'a insulté. Mais, oui. Il m'a insulté et un jour, il m'a dit pardon. Oui. Voilà. Oui. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire face à quelqu'un qui vous dit pardon? Oui. Je croyais pas... En fait, je me suis rendu compte, j'étais très en colère après lui, et un jour j'ai vu une interview de moi parlant de lui. Mais j'étais effaré d'entendre mes propos, quoi. Je ne me suis pas entendu parler, quoi. C'est-à-dire que j'étais en train de dire des choses qui étaient contraires à toutes mes valeurs. Moi, mes valeurs, c'est que tout le monde doit avoir le droit de parler. C'est Voltaire qui dit « Monsieur, je ne partage pas vos opinions, mais toute ma vie, je me battrai pour que vous ayez le droit de les exprimer. » C'est ça mes valeurs. Et là, j'étais en train de dire que c'était un scandale qu'on lui donne le droit de parler, quoi. Un truc qui n'avait rien à voir avec moi. Je me vois en train de faire ça, je me dis, mais Francis, mais c'est pas vrai, t'as pas dit ça, quoi. Si, je l'ai dit. Et alors, moi, ce jour-là, j'écoutais ça, j'ai dit, putain, toi, si je te chope, je te coupe ta queue de cheval. Je te jure, j'étais très motivé. Pourtant, quand on s'est parlé, parce que moi, tous les jours de ma vie, je me convoque à mon propre tribunal. Tous les jours de ma vie. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de pas bien aujourd'hui? Et en fonction de ça, si j'ai fait un truc bien, je me dis, c'est bien, Francis, tu as fait un truc bien.
Et si c'est pas bien et que j'ai offensé une personne, la première chose que je fais, c'est d'appeler cette personne. Là, j'estimais que vis-à-vis de Dieudo, j'avais dépassé la ligne et que donc je lui devais des excuses et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, voilà, en gros, tu le sais, j'exècre à peu près tout ce que tu es, tout ce que tu fais, mais j'ai dit des choses sur toi qui sont absolument inadmissibles. Je te dois des excuses et je voudrais te demander pardon. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Et là, il était très calme, il n'était pas du tout énervé. Et c'était pas du tout la personne que je pensais avoir au téléphone, en fait. Je pensais qu'il allait m'injurier, m'envoyer chier, ce que je méritais, en fait, puisque là, je m'étais condamné moi-même. Et il me dit, tu sais, Francis, vraiment, ça me touche que tu me dis, tu sais, aujourd'hui, on est le jour de Pâques. Je n'avais pas calculé, mais c'était vrai, on était le jour de Pâques, et j'ai été allé à la messe, c'est tout, mais j'avais pas associé ce moment à Pâques. Il me dit, est-ce que tu crois vraiment qu'un chrétien comme moi peut refuser ton pardon le jour de Pâques? Et là, je lui dis, mais il est chrétien, Dieudo? Je pensais que c'était un fondamentalisme islamique qui se baladait partout avec une ceinture d'explosifs pour se faire péter dans les écoles. Et là, j'ai découvert un gars, et puis après, je lui dis, bon, ben, au revoir. Il me dit, non, mais il faut que je te dise quelque chose aussi. Est-ce que moi aussi, je peux te demander pardon? Alors, je lui dis, mais tu m'as fait quelque chose? Oui, tu sais très bien ce que je t'ai fait. Tu étais en colère après moi quand tu as fait tout ton dispositif à Ivry. C'était pas forcément bien ce que j'ai fait. Je t'ai un peu cassé la baraque. Je m'en veux d'avoir fait ça. Est-ce que tu acceptes que je te demande pardon? Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas le mec qu'on m'a dit. Moi, j'ai fonctionné, mais je me suis rendu compte, je m'étais fait embarquer par la propagande sur lui. Que j'avais répété des trucs que j'avais entendus, que j'avais même pas vérifié, alors que c'est pas mon tempérament. Moi, je suis un gars qui vérifie tout, et là, sur lui, j'ai fait l'impasse. Et donc là, on a commencé à parler, et c'est là qu'on a parlé du pardon. Et c'est vrai que quand il m'a dit, c'est mon vœu le plus cher, de pouvoir demander pardon à la communauté, etc., je lui ai dit, écoute, moi, j'en fais une affaire personnelle, et j'en ai fait une affaire personnelle. C'est quelque chose pour moi qui est devenu je veux que tout le monde sache qui est cet homme, qui est devenu peut-être mon meilleur ami, je le dis aujourd'hui, parce que vu les positions que j'ai prises ces derniers temps, il y a beaucoup de gens dont je pensais qu'ils étaient mes amis qui m'ont abandonné. Certains même qui m'ont appelé pour me dire est-ce que tu pourrais effacer de ton mur les photos où on est tous les deux? Je ne sais pas si vous imaginez quand vous vivez ça dans la vie, la violence. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, la seule personne qui m'appelle pour savoir comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose, c'est lui. Et qu'on est devenus comme des frères maintenant. Et ça, c'est un message qu'on envoie à Monsieur Estrosi. Voilà, vous avez devant vous deux personnes qui se sont détestées à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. C'était pas pour le folklore comme ça doit l'être pour vous. Parce que nous, c'était vrai. On était tous les deux convaincus que l'autre est... c'était très tendu entre nous. J'étais très pro-palestinien et tu étais très pro-israélien. Voilà. Moi, j'ai toujours défendu Israël. Il a toujours défendu la Palestine. Enfin, voilà. Et en dehors de ça, du coup, on s'est rentré dans la gueule d'une manière excessive et qui ne laissait pas présager un jour une amitié. Si notre amitié est possible, et notre amitié, elle l'est, puisque aujourd'hui, elle occupe pratiquement tout notre temps et on est sur cette route ensemble, ben, je pense qu'il devrait comprendre, M. Estrosi, même s'il fait partie d'un monde où je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de la vie des gens, mais c'est possible, quoi. C'est-à-dire les pires ennemis du monde peuvent devenir les meilleurs amis du monde. Ça, c'est le message que nous, on veut adresser à l'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est pas Dieudonné va-t-il jouer ou ne va-t-il pas jouer? Je suis un bon maire parce que j'ai empêché le diable de se produire sur une de mes scènes, parce que Dieudonné va se produire ce soir. Voilà, avec ou sans interdiction, avec ou sans... voilà, on a eu l'arrêté c'est un arrêté, demain, si on va devant le tribunal administratif, on l'explose cet arrêté. Mais on n'a pas envie de ça. Nous, on va aller on va demander la grâce de monsieur le maire, on va demander un recours gracieux, on va lui tendre la main, on lui tend la main, on voudrait parler avec lui. Et ça que les gens doivent comprendre, c'est qu'une main tendue, tendre une main, c'est pas se coucher. Demander pardon, ce n'est pas se soumettre. Je veux dire, on ne va renoncer à rien de ce que nous
pensons de la vie, des combats que nous pensons que nous devons mener. On va continuer sur notre chemin à faire ce qu'on a toujours fait, à défendre les plus défavorisés, la veuve et l'orphelin, comme on disait au Moyen-Âge, à être ces chevaliers du théâtre que nous sommes. Mais on veut simplement expliquer que faire un pas vers l'autre, ce n'est pas renoncer à être ce qu'on est, ce n'est pas se soumettre à l'autre, c'est juste lui tendre la main. Et aujourd'hui, je pense que la belle histoire, même pour ses futures élections, s'il a besoin vraiment de se faire valoir auprès de ses électeurs, la belle histoire aujourd'hui, même vis-à-vis de son électorat juif pied noir ici à Nice, qui est très important et qui ne veut pas se mettre à dos, la belle histoire, c'est qu'il soit justement cet homme qui, dans le monde politique, aussi prêche la réconciliation. La belle histoire, c'est que demain, Dieudonné, au lieu de se planquer pour jouer à Nice, puisse jouer à Nice dans un théâtre normal, comme n'importe quel artiste, sans être censuré, sans être interdit, alors qu'il n'a rien fait de mal. Ce qu'il aurait fait de mal, enfin en tout cas, ce pour quoi il a été condamné, il a payé pour ça. Mais on ne peut pas continuer à se comporter avec lui comme s'il continuait à mal agir alors qu'il n'agit pas mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, la justice n'a rien à reprocher à M. Mbala Mbala, rien. Alors, à partir de ce moment-là, toutes ces mesures visant à empêcher un artiste ou un intellectuel de se produire dans un lieu public dans notre pays, le pays des droits de l'homme, c'est absolument inadmissible, ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait un homme politique qui le dise. Et nous, on aimerait que ce soit lui, parce que c'est quelqu'un d'influent dans le monde politique, et je pense que si tout d'un coup il était capable d'avoir ce recul par rapport à tout ça, de faire le pas vers nous que nous faisons vers lui, et qu'on puisse se parler, qu'il puisse comprendre que nous ne voulons de mal à personne, que nous ne sommes plus dans des postures qui sont des postures du passé, mais que nous sommes dans des postures du présent qu'il devrait connaître, eh bien, je pense que ça serait la belle histoire de se dire que finalement, voilà, ces deux-là se sont affrontés pendant des années, ils n'étaient pas d'accord, peu importe qui a eu tort, qui a eu raison, aujourd'hui, ils sont capables de se serrer la main, de boire un verre ensemble, de passer un moment ensemble, de s'écouter, de se répondre et d'arrêter de se taper dessus et de jouer à Guignol, alors nous, on n'a plus l'âge de jouer à Guignol et Niafron aux gendarmes et aux voleurs. On n'a plus envie de ça. Nous, on a envie aujourd'hui d'être ces anciens qui montrent un bon exemple aux jeunes d'aujourd'hui. Et l'exemple qu'on a envie de montrer aujourd'hui, c'est l'exemple de la fraternité. De la fraternité, même quand elle semble impossible. Nous, on dit qu'aucune fraternité n'est impossible. Nous, on dit que ce n'est pas impossible demain qu'on aille à la mairie de Nice rencontrer M. Estrosi et lui expliquer qu'on n'est pas des méchantes personnes et qu'il n'y a aucune raison de nous empêcher de faire notre métier. Nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des malfaiteurs, que nous avons des idées, que lui aussi a ses idées, mais qu'il n'a pas à se conduire vis-à-vis de nous comme si nous n'avions pas le droit d'avoir nos idées, etc. On parle de troubles à l'ordre public. Je voudrais finir là-dessus, puis après je te rends la parole. Je connais bien maintenant le système de fonctionnement de Dieudonné. Dieudonné, je vous demande de le noter, mesdames et messieurs les journalistes, c'est l'artiste français qui tourne le plus en France. Dieudonné, il est entre 3 et 5 jours par semaine sur la route. Là, je viens de passer la semaine avec lui sur la route. On travaille sur notre prochain spectacle au Zénith, dont on va vous parler après. Donc, Dieudonné, il est entre 3 et 5 jours par semaine, toute l'année, sur la route. Il n'y a jamais, là où il passe, de troubles à l'ordre public. Jamais. Jamais. Les seuls dont on peut dire qu'ils causent un trouble à l'ordre public, ce sont les maires qui tout d'un coup se réveillent, et il y en a très peu, il y en a eu quoi, 3-4 cette année, qui à un moment donné, pour se faire valoir, pondent un arrêté et disent aux gens qui sont arrivés au théâtre, vous devez repartir. Ah, mais les gens disent, non, mais non, on ne veut pas repartir, on veut voir le spectacle, il faut repartir, allez, on les pousse, et il y a des quarts de CRS qui sont là, mais non, on ne veut pas. Et voilà le trouble à l'ordre public. Ça commence comme ça, parce que les gens, ils ne veulent pas qu'on les empêche de voir un spectacle. Et là, il y a un trouble à l'ordre public. Mais, par exemple, là, aujourd'hui, on serait passé comme d'habitude, à Nice, sans rien dire à personne. Parce qu'on n'a rien dit à personne. C'est parce que Dieudonné a été convoqué
à un procès qui avait lieu en Suisse qui concernait une personne qui était jugée là-bas et qu'on lui a demandé de témoigner parce qu'il était un témoin de quelque chose. Il a respecté la justice, il n'a pas fait entrave à la justice, il a fait ce que tout citoyen français ou toute citoyenne française doit faire, il a contribué par tout moyen à la manifestation de la vérité, il est parti là-bas. Et donc, parce qu'il est parti là-bas, ça c'est su, il y a des journalistes qui ont dit « Ah oui, il a témoigné en faveur de cette personne, elle est taxée de ceci, de cela, dans l'opinion publique. Donc, ah oui, mais en plus, il va venir à Nice. Oh, vite, 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 le maire, non, il ne viendra pas à Nice, etc. » Vous voyez le trouble à l'ordre public ? Il est là, le trouble à l'ordre public. Mais quand lui, il fait ses concerts tranquillement avec son bus ou avec son camping-car et qu'il va de ville en ville, qu'il va dans les garages, dans les salles des fêtes, dans les églises, chez madame Untel, chez monsieur Untel, faire ses spectacles, etc., il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors, de quoi on parle ? On parle de postures qui sont prises par des gens qui sont dans le monde politique et qui veulent donner d'eux à leurs électeurs une certaine image pour qu'on vote pour eux. Tout d'un coup, ils instrumentalisent des personnes comme Dieudonné pour se faire valoir. Et ça, c'est pas très intéressant. Je veux dire, et je pense que les gens dans notre pays, les citoyennes et les citoyens méritent mieux que ça comme posture politique, que des gens qui font du show pour se faire élire. Et moi, comme je lui ai écrit, parce que je lui ai envoyé 2 messages aujourd'hui sur son portable à M. Estrosi, 2 messages très gentils, où je lui tends la main et je lui demande de bien vouloir, au lieu de nous juger comme ça sur des faits qui se sont passés en 2014, qui ont été déjà jugés, pour lesquels il a déjà été condamné, etc., de nous rencontrer. On lui a envoyé, comme je vous disais, comme on envoyait à la commandante de Tours pour approbation le texte de notre spectacle. On lui a dit qu'on n'irait pas au tribunal administratif là sur cet arrêté, le faire démonter, demander des dommages et intérêts, que non, on lui demandait on s'inscrivait dans une démarche de recours en grâce, de recours gracieux. Voilà. On fait appel à sa sagesse et à sa bienveillance. On lui tend la main et on lui demande de bien vouloir considérer qu'il n'y a absolument rien qui s'oppose au fait que, publiquement, nous venions jouer à Nice. Parce que ce qu'on voudrait, c'est ne plus venir jouer à Nice clandestinement, mais venir jouer à Nice publiquement, comme tout artiste qui se respecte dans un pays qui prétend défendre aujourd'hui la libre expression et les droits de l'homme, qui se respecte. Voilà. Je voudrais qu'on se respecte les uns les autres. Nous le respectons. Voilà. On peut comprendre qu'en tant que maire, il est des choses à faire qui ne sont pas forcément du domaine de la raison, mais plus du domaine de la subjectivité par rapport à des groupes de pression dans une ville. On peut comprendre ça. Mais on voudrait aussi qu'ils nous comprennent, nous, qu'ils comprennent que nous sommes des artistes et que nous méritons le respect, que nous méritons son respect, qu'il n'a pas à parler de nous comme il a parlé déjà, parce que c'est manquer de respect à des citoyens français et que ce n'est pas le rôle d'un élu de la République de manquer de respect à des citoyens français. Donc nous lui disons avec beaucoup de respect, Monsieur Estrosi, respectez-nous. Déjà, quand on vous laisse des messages gentils, je crois que la moindre des courtoisies, c'est au moins de répondre que vous êtes très occupé, qu'on en parlera plus tard, ou d'appeler Monsieur Untel pour voir avec lui, plutôt que de ne rien répondre. Parce que j'ai vu qu'il a lu mes messages, puisque je l'ai envoyé par WhatsApp. Mais voilà, on ne va pas faire des cabrioles, on ne va pas gesticuler, on ne va pas vilipender, on fait un petit peu d'humour et on taquine parce qu'on est taquin. Et là, c'était juste des taquineries. Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que les choses s'apaisent. Et voilà, on voudrait profiter finalement des interventions publiques de M. Estrosi qui finalement nous a fait beaucoup de publicité, puisqu'en fait, il y a le double de monde ce soir qu'on attendait grâce à lui, parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas qu'on passait dans la ville. Ils l'ont appris grâce à M. Estrosi. Merci, M. Estrosi. Et donc, en fait, on voudrait profiter de ça pour lui tendre la main et lui dire voilà, qu'on a confiance en lui, en fait, qu'on voudrait qu'il fasse ce geste de prendre la main que nous lui tendons, de parler avec nous et de comprendre ce que nous faisons, qui nous sommes, au lieu de juger de manière un peu trop hâtive en se contentant d'écouter ce qu'on dit dans telle émission de radio, de télévision, ce qu'on écrit dans tel journaux, etc., etc. Je lui demande, moi, finalement, de ne pas faire vis-à-vis de Dieudonné l'erreur que moi-même j'ai commise dans le passé. Je te donne la parole. Parfait. Ben non, mais je pense qu'on a à peu près tout résumé. Bientôt, ça sera le spectacle, donc je ne vais pas tarder. C'est vrai que une œuvre artistique, elle a des temps, des moments, des séquences. Et c'est vrai que j'ai choqué.
C'est Aimé Césaire, un artiste aussi, poète antillais que j'ai croisé dans ma vie et qui m'a dit « Rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde, Dieudo. » C'est vrai que j'ai dérangé. C'est-à-dire que, en termes de souffrance, j'appartiens à une population qui n'a aucune leçon à recevoir de personne. Alors après, j'ai fait rire. On a beaucoup ri avec moi et on a été dérangé, c'est vrai. Maintenant, voilà, je passe dans une autre séquence, la séquence qui va suivre, qui est, on est dans un monde de fous. Le spectacle s'appelle La Cage aux fous. Donc, il y a beaucoup de fous qui s'expriment, mais nous, on est des fous conscients de notre folie. Et je pense que le monde a besoin aussi d'appréhender cette folie dans laquelle on se trouve. On a des enfants, des adolescents qui savent où ils en sont. Les centres psychiatriques sont pleins. Tout va. Il y a une vraie crise dans ce pays et qui vient, à mon avis, selon nous en tout cas, d'un manque d'art, d'un manque de culture, d'un manque de... il faut que cette soupape culturelle fonctionne, refonctionne en tout cas. Alors les gens ont besoin de rire, donc moi je m'occupe de ça, vous allez rêver. Puis ensemble on va faire un spectacle vraiment très très étonnant sur cette folie humaine. Et on a un personnage donc incarné par Francis qui est le Joker, personnage désabusé, qui a un rire maladif, qui a un rire qui vient des tripes, mais qui est une souffrance en fait. Et puis moi qui incarne mes personnages avec toujours autant de folie. Et puis j'espère que la confrontation, je le sais maintenant qu'elle fonctionne bien. Alors ce soir, c'est un spectacle que je ferai tout seul, mais là, on est en train de roder tout ça, donc ce qui fait qu'on est ensemble en permanence en ce moment. Bon, bah, merci à tous, et puis bah, pour ceux qui ont réservé leur place, à tout à l'heure.